Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Un nouveau complexe hospitalo-universitaire verra le jour à Rabat dans 4 ans. Le nouveau CHU Ibn Sina. Les travaux de construction du futur édifice ont été lancés hier par Sa Majesté le Roi. Des investissements de plus de 6 milliards de dirhams, une capacité de plus de 1000 lits et une ingénierie moderne pour renforcer l'offre sanitaire de la capitale et sa région. À Rabat, Son Altesse Royale, la princesse Leila Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, préside le conseil d'administration de la Fondation. Un bilan positif et un programme ambitieux pour la promotion du bien inscrit autour de l'éducation, de la sensibilisation et de la fédération synergique. Reprise de la coopération maroco-espagnole dans le domaine de la migration. Ce matin, une réunion du groupe migratoire mixte permanent a pris place à Rabat sous le signe de la confiance et de la responsabilité partagée. Enfin, à Oujda, des chefs cuisiniers derrière les fourneaux pour préparer le meilleur couscous. Il est marocain en tant qu'élément de patrimoine universel. Un concours organisé dans le cadre du festival gastronomique de l'Oriental. Et j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau professeur Abdelkader Loughani, directeur général du CHU Ibn Sina de Rabat. Professeur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Un projet futuriste, celui qui sortira de terre dans 4 ans à Rabat, le nouvel hôpital Ibn Sina. Hier, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a lancé les travaux de construction du projet qui devra renforcer l'offre sanitaire du royaume avec une capacité d'accueil de plus de 1000 lits. Il coûtera la bagatelle de plus de 6 milliards de dirhams. Mohamed Etlishkal pour les développements. Le futur nouvel hôpital Ibn Sina, dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé hier au lancement des travaux de construction, est un projet futuriste qui viendra renforcer l'offre sanitaire du royaume. Il aura une capacité d'accueil de plus de 1000 lits. Mobilisant des investissements de plus de 6 milliards de dirhams, le projet à forte portée sociale s'inscrit dans le cadre d'une vision globale de renforcement de la structure sanitaire actuelle du royaume. Il témoigne de l'intérêt particulier qu'accorde le souverain au secteur de la santé, à travers notamment le développement des infrastructures hospitalières, le renforcement des services de santé de base et le rapprochement des citoyens. Le futur hôpital permettra d'assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra, tout en redonnant à l'hôpital Ibn Sina, construit en 1954, la place historique qu'il occupait en tant que pépinière de compétences et structure de recherche médicale. Structure de soins de nouvelle génération, le nouvel hôpital sera construit sur un terrain dont la superficie totale est de 11,4 hectares. Il se veut moderne par son architecture, par la qualité d'offre des soins et par l'intégration des nouvelles technologies de pointe. Il sera composé d'une tour d'hospitalisation, rez-de-chaussée plus 33 étages avec 2 niveaux inférieurs, d'un pôle médico-technique de 5 étages avec 3 niveaux inférieurs, d'une tour de 11 étages avec 3 niveaux inférieurs dédiée à la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires, d'un centre de conférence, d'un autre de formation et d'un internat. La partie nord-est du terrain qui abrite l'actuel hôpital sera quant à elle aménagée en espace vert et jardin. Elle devra accueillir éventuellement un musée de médecine et d'autres annexes. Le projet sera réalisé dans un délai de 48 mois. L'ensemble hospitalier futuriste répond aux normes internationales. Il viendra ainsi s'ajouter aux multiples chantiers de développement lancés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au niveau de Rabat, ville lumière, capitale marocaine de la culture. Des projets visant à renforcer le rayonnement de Rabat et son attractivité à l'international. Et pour parler de ce fleuron des structures de santé au plan continental, professeur Abdelkader Loughani, directeur général du CHU Ibn Sina, est avec nous. Professeur, nous venons de le suivre en images. Sa Majesté le Roi a procédé hier au lancement des travaux de construction du nouvel hôpital. Qu'est-ce qui en fait un projet futuriste à forte portée sociale? Merci pour l'invitation. Tout d'abord, je voudrais dire quelques mots en introduction. Le lancement des travaux de construction du nouvel hôpital Ibn Sina par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, était en fait un événement marquant pour tous les Marocains,
mais aussi pour le centre hospitalo-universitaire Ibn Sina, puisqu'on sait tous que tous les Marocains connaissent l'hôpital Ibn Sina sous le nom de hôpital Souissi. Et donc, il est bien gravé dans leur mémoire. Et c'est pour cela que c'est un événement qui est marquant. Et cet événement témoigne de l'intérêt particulier qu'accorde Sa Majesté à la santé des citoyens marocains. Alors, professeur, le futur nouvel hôpital Ibn Sina de Rabat sera adapté à l'évolution scientifique et technologique en matière de traitement, de prévention, de gestion et de gouvernance sanitaire, conformément aux normes internationales. Comment tout cela prendra forme ? Alors effectivement, quand on voit les images du nouvel hôpital Ibn Sina, je pense qu'il est unique au Maroc, puisque c'est la première fois qu'on construit un hôpital sous forme d'une tour de très grande hauteur, et je pense qu'il est unique aussi au niveau continental. Donc c'est très important. Sa conception architecturale intègre les meilleures pratiques d'éco-construction et des technologies de nouvelle génération en ce qui concerne les filtres solaires, les panneaux photovoltaïques et la ventilation artificielle et la récupération des eaux pluviales qui est très importante pour pouvoir arroser les espaces verts et après la construction du nouvel hôpital et le basculement de l'activité dans ce nouvel hôpital, l'ancien hôpital sera détruit et il y aura une esplanade végétalisée. Donc il va falloir un petit peu économiser sur l'eau. Et il y a aussi les panneaux photovoltaïques qui vont pouvoir nous permettre d'économiser de l'énergie. Alors, professeur, le futur hôpital permettra d'assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la région Rabat, Salé, Kénitra. Quels en seront les atouts ? Alors, parmi les atouts du nouvel hôpital Ibn Sina, d'abord c'est la tour qui est dédiée essentiellement à l'hospitalisation. Et à côté, il y a un pôle médico-technique avec tout ce qui concerne les urgences, le bloc opératoire, les différentes réanimations et certaines activités nouvelles, médicales qu'on a créées. Et donc, parmi ces atouts, il y a le plateau technique, qui est un plateau technique de pointe, qui permettra le diagnostic des maladies, mais aussi leur traitement. Et je donne comme exemple les explorations fonctionnelles, l'imagerie, la médecine nucléaire, la médecine hyperbare. Et j'ajouterai aussi que parmi les atouts du nouvel hôpital Ibn Sina, c'est l'organisation des hospitalisations conventionnelles qui vont se faire en chambre unique et en chambre double, quand on sait qu'actuellement, 50% des hospitalisations se font en chambre de 6 ou 8. Donc aucune intimité pour le patient et aucun confort. Il y a aussi le développement de la médecine ambulatoire, il y a les hôpitaux de jour, et là, le patient séjourne moins de 12 heures à l'hôpital, tout en ayant pris son traitement, ayant fait tout un bilan. Il y a même des hôpitaux de semaine. Dernière question, professeur, oui. Si vous permettez, pour dissiper toute confusion. Donc, le futur hôpital inclura l'actuel CHU Ibn Sina. Alors là, pour lever cette petite ambiguïté, l'hôpital Ibn Sina fait partie des 10 hôpitaux du centre hospitalo-universitaire Ibn Sina. C'est le premier. Vous l'avez annoncé, il date de 1954. C'est le premier à avoir formé tous les médecins du royaume qui ont essaimé dans tout le royaume. Et c'est pour ça que cet hôpital nous est très cher. Merci, professeur Abdelkader Loughani, directeur général du CHU Ibn Sina. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. Également à la une de l'actualité ce vendredi, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, a présidé aujourd'hui le conseil d'administration de la Fondation. Au début des travaux, Son Altesse Royale s'est félicitée de la dernière décision du Comité du patrimoine mondial sur l'état de conservation du bien inscrit de la ville de Rabat. Son Altesse Royale a souligné l'importance du travail accompli depuis l'inscription en 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO de Rabat, capitale moderne et ville historique, un patrimoine en partage.
L'engagement de son Altesse royale portait sur l'éducation et la sensibilisation au patrimoine ainsi que la fédération synergique autour de ces questions vise à renforcer la prise de conscience du patrimoine culturel dans toutes ses formes d'expression en vue de contribuer à son appropriation, sa mise en valeur et sa sauvegarde. Cette dernière année a été marquée ou a été riche pour la Fondation. Elle a déployé un plan d'action ambitieux qui a inclus le lancement du processus de mise à jour du plan de gestion du bien inscrit. Sur quelques-uns des grands acquis et des missions de la Fondation, nous vous proposons d'écouter la chargée de mission à la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, Yousra Annour. Concernant la mission de l'éducation, donc la Fondation a mis en place un ensemble de programmes et d'actions pédagogiques dans ce sens, notamment le programme Je découvre mon patrimoine, qui a été implanté au niveau de plus de 60 collèges de la capitale de Rabat, avec 3720 collégiens qui bénéficient de ce programme et de 62 enseignants formés avec 120 classes dans le même sillage. Il y a aussi le programme Je dessine mon patrimoine qui est un programme éducatif destiné aux écoliers de la ville de Rabat. Pour sa deuxième mission qui est la sensibilisation, donc la Fondation a mis en place un programme de digitalisation du patrimoine en vue de faciliter l'accès au patrimoine culturel de Rabat, avec la digitalisation du monument du Fort Hervé comme un premier projet pilote. Et pour son troisième axe, qui est la fédération synergique, la Fondation a mis en place le programme des ateliers de la Fondation, qui est une plateforme d'échange et de dialogue entre praticiens du patrimoine et tous les acteurs et les parties prenantes du patrimoine culturel. La coopération entre le Maroc et l'Angola au centre de la visite à Rabat de l'ambassadeur itinérant au ministère angolais des Affaires extérieures, Dombele Mbala Bernardo. À son agenda, des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourreta. Le diplomate angolais était porteur d'un message écrit du président angolais à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Écoutez cette déclaration de Dombele Mbala Bernardo. J'étais porteur d'un message du président João Lourenço, le président de la République d'Angola, à Sa Majesté. Donc l'audience était dans une parfaite harmonie d'amitié. L'Angola et le Maroc, nous avons une histoire commune, dans le sens que le premier pays qui a aidé l'Angola, notre mouvement d'Mpela, c'était le Maroc. Et deuxièmement, notre président Neto du parti, quand il était le président du parti, était ici au Maroc aussi. C'était le premier escale de notre ancien président Augustin Neto. Donc nous considérons que le Maroc, pour nous, c'est un pays ami, que nous devons maintenir ces relations d'amitié qui existent entre le Maroc et l'Angola. Rabat et Madrid relancent leur coopération dans le domaine de la migration. Ce matin, le groupe migratoire mixte permanent maroco-espagnol s'est réuni à Rabat. La réunion intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route élaborée lors de la visite au Royaume en avril dernier de Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, qui avait été reçu en audience par Sa Majesté le Roi. Face aux défis partagés induits par l'action des réseaux de trafic des migrants et l'environnement régional instable, les deux parties ont décidé de renforcer leur mécanisme de coordination et d'échange d'informations à travers la rénovation des modalités de travail commun. Marie Messi pour les précisions. Comment empêcher de nouveaux drames migratoires sur la route méditerranéenne? Comment lutter contre les réseaux de passeurs? L'Espagne et le Maroc décident de donner une nouvelle impulsion à leur partenariat migratoire. Une gestion partagée qui a contribué à barrer la route à des scènes tristement courantes dans le reste du bassin de la Méditerranée. Depuis 2017, le Maroc a réussi à secourir en mer plus de 90 000 migrants. Plus de 350 000 tentatives de migration irrégulière ont été avortées et 1300 réseaux de trafic ont été démantelés ces 5 dernières années. Confrontés à ces flux irréguliers, le Maroc et son voisin du Nord conjuguent davantage leurs expertises. Sur le terrain, l'action des patrouilles mixtes maritimes, terrestres et aériennes entre la garde civile et la gendarmerie royale est consolidée. Une collaboration rehaussée par l'échange d'informations et la coopération policière. Des centres de coopération policière seront de ce fait créés à Tanger et à Algeciras.
La gestion des frontières et ses enjeux ne sont pas en reste de ce nouveau chapitre de coopération migratoire. Les deux pays voisins et partenaires stratégiques discutent les possibilités d'accompagnement financier en faveur du Maroc. Rabat et Madrid préconisent le dialogue permanent, une approche qui a déjà fait ses preuves. Des progrès notables réalisés ont été enregistrés en matière de lutte contre la criminalité liée à l'immigration illégale et à la traite des êtres humains. Pour la seule année 2021, plus de 63 000 tentatives d'immigration et d'émigration irrégulière ont été avortées, selon une source au ministère de l'Intérieur. 256 réseaux criminels de trafic illicite de migrants ont été démantelés la même année et plus de 14 000 migrants ont été secourus en mer. Des programmes de retour volontaire assistés sont initiés en leur faveur par le Maroc. La coopération dans la lutte antiterroriste porte également ses fruits. Le Bureau central d'investigation judiciaire a interpellé tôt ce matin un individu de 37 ans, partisan de l'organisation Daesh. Il s'activait dans la ville de Berkane pour son implication présumée dans la préparation d'un projet terroriste visant à porter gravement atteinte à l'ordre public. Un coup de filet réalisé en collaboration avec le FBI. Mohamed Aïtlishkar. Le communiqué du Bureau central d'investigation judiciaire précise que l'interpellation du suspect a été le fruit d'une collaboration et d'une coordination étroite entre la DGST, la Direction générale de surveillance du territoire, et les autorités américaines compétentes. Le mis en cause a été en effet identifié, les contours de son projet terroriste dévoilés sur la base de recherches et d'investigations techniques conjointe avec le FBI. Les données préliminaires de l'enquête montrent que l'individu gérait un groupe fermé sur une plateforme de communication aux objectifs et projets extrémistes visant à enrôler et à embrigader les personnes imprégnées de l'idéologie takfiriste en vue de perpétrer des actes terroristes contre des intérêts et des personnalités marocaines et étrangères sur le territoire national. Les recherches et investigations effectuées montrent aussi que le suspect était en contact avec l'émir présumé de la cellule terroriste démantelée par les services sécuritaires de la ville d'Oujda il y a un peu plus d'un an, le 25 mars 2021. Il misait sur sa formation technique de pointe en ingénierie pour infiltrer les systèmes de traitement automatisé des données et pour pirater les systèmes informatiques de certaines cibles vitales, afin d'assurer un soutien financier dans le cadre du soi-disant istihlal. Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme en vue de dévoiler toutes les activités extrémistes qui lui sont imputées, identifier ses liens éventuels avec les organisations terroristes à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc, et déterminer tous les contours du projet terroriste qu'il préparait et qu'il comptait commettre sur le territoire national. L'opération sécuritaire proactive menée tôt ce matin reflète l'importance de la coopération bilatérale conjointe et avancée avec les États-Unis d'Amérique dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Il est temps à présent de retrouver Boubacar Benrablit pour la chronique sport du vendredi. Bonsoir Boubacar. Bonsoir Iman. Nous entamons cette chronique par du football et le déplacement à Luanda du WAC de Casablanca qui jouera sa demi-finale face à Petro Atlético. Un match aller où les Wydadis devront revenir avec un résultat précieux. Effectivement, les regards seront tournés demain donc vers Luanda et vers le stade du 11 novembre de la capitale angolaise qui accueillera donc le match qui opposera le Petro Atlético WAC de Casablanca qui ambitionne de sceller la qualification pour la finale justement à Luanda. Les hommes de Walid Regragui, gonflés à bloc après leur victoire au Classico contre les Phares 3-0, sont fin prêts pour atteindre donc l'objectif et arracher la victoire à l'extérieur pour entamer le match retour en toute sérénité. Et ça sera le 13 juillet au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Je rappelle donc que le match, c'est demain samedi, Petro Atlético de Luanda face au WAC et le match se jouera à 13h.
On passe à la Boutola à présent. On va jouer pour le compte de la 23e journée et ça sera d'ailleurs dès ce soir. À partir de 20h30, le Raja de Casablanca reçoit le Difa' Hassani del Jadida. Et puis demain, samedi 7 mai, l'Aïsfa reçoit Rapid Ouazzm, c'est à 16h. Olympique de Safi, Youssoufia Barchid, 18h15. Et puis dimanche, le Hassani d'Agadir reçoit le Shabab Mohamedia, c'est à 16h. Olympique de Khrib Gafus de Rabat, 18h15. Et enfin, après-demain dimanche, Jeunesse Sportive Selmi reçoit le Mouloudia Club d'Oujda et c'est à 20h30. On enchaîne avec du tennis et le Master Mile de Madrid. Effectivement, un an presque jour pour jour après leur premier face-à-face, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, l'étoile montante du circuit ATP, se retrouvent en quart de finale du Master 1000 de Madrid. Tous deux ont bataillé pour arriver à cette place des quarts de finale. Nadal face à David Goffin. Il a battu donc David Goffin 6-3, 5-7, 7-6 et 11-9 au tie-break en 3 h et 9 minutes. Et Alcaraz, vous allez le voir, le jour de ses 19 ans, contre Cameron Norrie, 6-4, 6-7, 4-7 au tie-break. Et c'était en 2 h 39 minutes. Dans le tableau féminin, la Tunisienne, rappelons-le, Ons Jabeur, 10e joueuse mondiale, tentera demain de s'offrir un premier titre en WTA 1000, la catégorie des tournois la plus relevée avec le Grand Chelem, la Tunisienne Imen, dernière représentante du top 10 en course, s'est qualifiée pour la finale la plus prestigieuse de sa carrière à Madrid. Et c'était tout pour ce soir. Merci beaucoup. On vous retrouve lundi. Lundi. Nous mettons le cap sur Oujda où se poursuit la 3e édition du festival euro-méditerranéen golf et gastronomie. Aujourd'hui, un concours sur la confection du couscous marocain a été organisé. L'occasion pour les chefs participants de montrer leur talent dans la préparation d'un plat enregistré comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Rachid Latabi, Zakaria Mouqimbillah, Mohamed Aïtleshkar. Du couscous servi à l'intérieur d'un potiron. L'idée est originale. Mais si la forme de présentation est innovante, les principaux ingrédients sont toujours les mêmes. Résultat, un plat séduisant, aussi bien pour les pupilles que pour les papilles. Venus des 4 coins du royaume, ces chefs cuisiniers rivalisent d'idées et de créativité. Je suis fier de ma participation à ce festival, surtout pour préparer le couscous, notre cher plat national incontournable, le vendredi. En tant que jeune chef, nous devons apporter un brin de créativité et développer sa confection. Je réside à Oujda, mais je représente ma ville natale, Figuig. J'ai préparé un authentique couscous figuigué aux 7 légumes, présenté selon la tradition. Chaque plat reflète les spécificités d'une région. Le jury du festival golf et gastronomie d'Oujda voit défiler diverses préparations. Couscous accompagné du beurre et du miel ou encore un autre fait aux figues. Les jeunes chefs tentent d'apporter un brin de créativité dans leur manière de faire. C'est un honneur que ce festival s'organise en même temps que l'UNESCO vient de déclarer notre couscous autant que couscous patrimoine marocain. Aujourd'hui, de l'oriental, de cette très très belle région qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de richesse. Ce fameux couscous qui est aussi un patrimoine marocain certifié par l'ONU. Nous sommes à Oujda, dans une ville magnifique où nous avons eu passé des femmes qui nous ont préparé des couscous exceptionnels, différents l'un de l'autre, différents de région à région, des couscous que je n'avais jamais mangés. Savoir, savoir-faire et pratique liés à la production et à la consommation du couscous font partie des 10 éléments marocains inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Plus qu'un plat traditionnel, le couscous est un trait caractéristique de la culture marocaine, symbole de l'art de recevoir, vecteur des valeurs de partage et de convivialité. Nous repassons à l'heure GMT plus 1 après demain dimanche 8 mai. Il va falloir avancer vos montres et horloges de 60 minutes.
Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour avec Mohamed Reda Lavidi. Bonne soirée, à demain.